On va commencer tout de suite sur le premier thème donc, de cette soirée qui est quel impôt pour quelle société. Autrement dit, dis-moi quelle société tu veux et je te dirai quel impôt payer. Est-ce que c'est vrai? C'est un peu la question dont on va débattre aujourd'hui. Alors peut-être pour prendre un peu de champ par rapport au sujet, disons avoir une vision à la limite de la philosophie, on va commencer par Charles Sellen. La fabrique Spinoza, vous parlez d'un impôt juste et heureux. C'est formidable, c'est un beau programme ça. Allez-y. Tout à fait, Philippe. Alors, juste avant que vous commenciez, je rappelle la règle du jeu, 5 minutes pour exposer son propos, et puis après, on échange sur ce que vous pensez, tout le bien que vous pensez de ce qu'ont dit les autres. Voilà. Allez-y. Merci Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par un propos un petit peu impertinent et, comme vous l'avez dit Philippe, pour donner un peu de hauteur, quitte à ensuite revenir dans des choses plus concrètes. Nous, à la Fabrique Spinoza, nous nous intéressons au bien-être depuis 2011. On a travaillé avec l'OCDE sur les indicateurs de mesure de bien-être qui deviennent aujourd'hui très importants à prendre en compte dans l'entreprise et aussi au niveau des acteurs publics pour savoir comment les citoyens vivent leur bien-être au quotidien, au-delà de la seule mesure qu'on avait traditionnellement, qui était le PIB par habitant, et qui n'est pas satisfaisante. Et donc depuis quelques années, on s'est intéressé au lien entre l'argent, le bonheur, et aussi sous l'angle de la philanthropie, ce qu'on fait de son argent pour le partager en faveur du bien public volontairement. Et l'idée que je vais défendre devant vous ce soir en 3 minutes, c'est que la philanthropie, c'est-à-dire l'action privée désintéressée en faveur de l'intérêt général, peut être vue, si on est un petit peu iconoclaste, comme un impôt volontaire, un impôt affectable, orientable, et un impôt qui apporte de la joie et une forme de bien-être. Alors pour ça, je vais faire un petit détour par la relation que nous entretenons à l'argent à titre individuel, et la science aujourd'hui, y compris la science économique, mais aussi les psychologues, les neurosciences, nous disent beaucoup de choses par rapport à ça. J'en veux pour preuve le prix Nobel de 2015 qui a été attribué à Angus Deaton, qui a publié il y a quelques années une étude fort instructive aux États-Unis, quantitative, qui nous montre qu'au-delà de 75 000 $ de revenus annuels, un individu n'éprouve plus d'affect positif à gagner plus d'argent. Autrement dit, en deçà de 75 000 $ annuels, on a des craintes, des peurs de manquer, on a la fragilité de la vie qui peut nous rattraper à tout instant, et ce seuil est un seuil qui constitue une sorte de bouclier au-delà duquel les répondants, l'échantillon est suffisamment large pour que l'étude soit significative, les répondants disent que l'augmentation du revenu ne produit plus de bonheur supplémentaire. Les autres études intéressantes qui sont disponibles dans la science sur le bien-être nous disent que la satisfaction de vie, c'est-à-dire le fait que vous évaluez que votre vie correspond à ce que vous aimeriez qu'elle soit, augmente comme une courbe logarithmique. C'est-à-dire qu'au départ, plus on gagne d'argent, plus on est heureux, puisque, comme le dit Amartya Sen, ça nous donne les capacités de vivre librement, d'envoyer ses enfants à l'université, de faire plein de choses dans sa vie. Mais au-delà d'un certain seuil, et on retrouve encore une fois la notion de seuil minimal, la satisfaction de vie que vous avez à gagner plus d'argent n'augmente plus. Donc la courbe se tasse, en fait, elle continue à croître, mais très très modestement. Et ce sont d'autres dimensions de la vie qui vous apportent de la joie. Et on retrouve là l'idée que Maslow avait développée dans sa fameuse pyramide de Maslow, c'est qu'une fois que les besoins fondamentaux de la vie sont couverts, sont garantis, ce sont d'autres choses qui nous font devenir heureux. Autrement dit, si on prend cette connaissance scientifique et qu'on l'applique au sujet fiscalité, ça veut dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, on peut considérer que l'individu n'a plus forcément besoin de montagnes d'argent et que peut-être que ça justifie une forme de progressivité de l'impôt au-delà d'un seuil. Voilà. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une autre façon de percevoir le malaise que représente l'impôt fort au-delà d'un certain seuil, c'est peut-être sa justesse. Sa justesse, la façon dont il est affecté, mais en tout cas pas la déprivation de l'individu de cette somme d'argent. Alors maintenant, venons à la question de la philanthropie, puisque je vous ai dit qu'on allait parler de ce sujet. Vous savez qu'en France, c'est un sujet qui est très vivace depuis une douzaine d'années, depuis la fameuse loi Aillagon de 2003, et que les Français sont très généreux. Leur générosité augmente d'année en année, bien que la crise les ait frappés durement. Ce que nous montrent les études économétriques,
c'est que l'incidence fiscale est finalement assez faible sur le niveau de générosité. On sait que c'est un moteur, mais c'est un moteur secondaire, et son augmentation ne fait augmenter la générosité que nominalement. Autrement dit, si on la corrige en termes réels, la générosité des Français est dépendante d'autre chose que du facteur fiscal. Alors c'est la joie de donner, c'est la joie de voir qu'on a contribué à quelque chose de positif. Et nous avons mené des interviews auprès de personnalités fortunées pour comprendre qui sont ces grands donateurs et, sous couvert d'anonymat, comprendre leur raisonnement. Et on voit deux choses qui ressortent. La première, c'est que la philanthropie permet de reprendre le contrôle d'une partie de son impôt, c'est-à-dire qu'on affecte, on oriente la taxe que de toute façon on aurait payée. Et pour cela, on paye un surcoût, on paye en fait le reliquat qui reste à notre charge, qu'on ne peut pas déduire. Donc c'est un quart ou un tiers du prix du don qu'on a fait. Donc c'est l'orientation de l'impôt. Et deuxièmement, c'est la joie d'avoir contribué à quelque chose de manière spontanée, positive, et aussi la joie qu'on l'on observe chez celui qui reçoit. Et donc pour conclure, parce que je crois que j'arrive au terme du temps qui m'est imparti, oui, déjà. Si on essayait d'identifier les vertus que l'acte philanthropique nous enseigne et de les appliquer à un impôt classique, il faudrait qu'il ait trois critères, qu'on arrive à générer de l'enthousiasme dans l'impôt, avec une forme de redevabilité mutuelle entre celui qui l'acquitte et la structure qui le reçoit. La question de l'orientation nous paraît intéressante aussi. Il y a des expériences qui ont été faites avec des collectivités qui proposaient aux citoyens d'affecter une partie de leur impôt. Je ne sais pas si le bien-être a été mesuré. En tout cas, ce que je sais, c'est que des études scientifiques montrent que quand une entreprise permet à ses salariés d'affecter le mécénat d'entreprise aux causes pour lesquelles ils ont voté, leur bien-être déclaré augmente. Et troisièmement, il nous paraît important de permettre aux citoyens d'être davantage acteurs de son impôt, à travers d'autres formes d'engagement qui pourraient être corrélées à ce versement. Je vous remercie. Merci Charles Sélène. Donc on retient 75 000 $. C'est étonnant, mais il y a des gens qui cherchent à gagner plus que ça. Pourtant, ça ne va pas les rendre plus heureux. Donc ça, c'est les mystères de l'âme humaine. Et puis j'ajoute que Bill Gates, qu'on nous recevions au Club de l'économie le mois dernier, nous a dit que les riches français, les milliardaires français en tout cas, n'étaient pas les plus généreux. En tout cas, il avait du mal à les convaincre.